Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, commençons. Les démocrates de la Chambre des représentants présentent une proposition visant à faire passer le nombre de juges de 9 à 13. Le procureur général de l'Arizona, Mark Brnovich, a écrit une lettre aux sénateurs démocrates de l'État, Kyrsten Sinema et Mark Kelly. Il leur explique que la Constitution crée un ensemble unique de freins et de contrepoids pour se défendre contre la tyrannie. Et ce projet de loi rompt cet équilibre en attaquant directement l'indépendance judiciaire. Selon Brnovich, l'histoire montre que les tentatives passées d'élargir la Cour n'ont pas été nobles. Il déclare, je cite, « En fait, ces actions mal avisées ont presque toujours tenté de contourner les principes de la Constitution dans une quête de plus de pouvoir. » Brnovich note que même la défunte juge libérale Ruth Bader Ginsburg s'est opposée à cette idée, tout comme l'actuel juge libéral Stephen Breyer. La lettre de Brnovich intervient alors que les démocrates de la Chambre des représentants présentent une proposition visant à faire passer le nombre de juges de 9 à 13. En augmentant la Cour de 4 sièges, les démocrates auraient juste assez de sièges pour surmonter la majorité conservatrice de la Cour. De son côté, Joe Biden a créé une commission chargée d'étudier les changements à apporter à la Cour suprême. Madame Pelosi dit qu'elle attend que cette commission fasse des recommandations. Et en parlant de la Cour suprême, un nouveau rapport a révélé que la plus haute juridiction du pays a considérablement augmenté son soutien à la liberté de religion sous la direction du nouveau président de la Cour suprême. Les juristes Lee Epstein et Eric Posner ont écrit dans la dernière édition de la revue Supreme Court de l'Université de Chicago que, je cite, « la Cour Rober a statué en faveur des organisations religieuses beaucoup plus fréquemment que ses prédécesseurs, plus de 81% du temps contre environ 50% pour toutes les époques précédentes depuis 1953. » Ajoutant, je cite, « une analyse statistique suggère que cette transformation est en grande partie le résultat de changements dans le personnel de la Cour. Une majorité des juges de la Cour Roberts sont idéologiquement conservateurs et religieux. Une rupture significative avec le passé. » De 1953 jusqu'à ce que John Roberts devienne juge en chef, les organisations religieuses gagnaient leur procès dans environ 50% des cas. Aujourd'hui, sous la cour de Roberts, elles gagnent plus de 80% du temps. Le rapport indique que la plupart des affaires religieuses gagnées aujourd'hui sont le fait d'organisations chrétiennes traditionnelles. Et selon le rapport, ce changement en faveur de la religion s'explique en grande partie par le fait que la majorité des juges sont conservateurs et religieux, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Le juge en chef, John Roberts, dirige la Cour depuis sa nomination à ce poste en 2005 par le président George W. Bush. L'étude a révélé que, par rapport aux époques précédentes de l'histoire de la Cour, une série de décisions majeures rendues au cours de ces 2 dernières années a presque doublé la fréquence du soutien à la cause de libre exercice du premier amendement qui garantit le droit de pratiquer une religion et de se réunir pour l'exprimer sans interférence du gouvernement. Bien, passons à présent au sujet de l'argent et plus particulièrement de la dette nationale. L'expression billion de dollars a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Le plan d'aide aux victimes de Biden qui s'élève à 1900 milliards de dollars, son plan d'infrastructure de plus de 2000 milliards de dollars et sa proposition de dépenses de 1520 milliards de dollars. Mais d'où vient cet argent ? Et maintenant, il y a de nouveau des billions de dollars en question, cette fois dans la dette nationale. Alors que l'infrastructure sera payée par les impôts sur les sociétés, Biden a dévoilé son plan pour augmenter les impôts sur les sociétés de 21 à 28%, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie en termes d'argent des contribuables ? Selon un nouveau rapport, la dette nationale américaine dépasse désormais 123 000 milliards de dollars, soit 4 fois le chiffre de 28 000 milliards de dollars avancé par le département du Trésor américain. Le chiffre officiel du Trésor américain est de 28,1 trillions de dollars à la fin du mois de mars de cette année et d'environ 23 trillions de dollars l'année dernière. Le rapport Financial State of the Union de 2021, qui est une organisation à but non lucratif basée à Chicago, indique que les dépenses liées à la pandémie et au confinement ont ajouté 10 000 milliards de dollars l'année dernière. Quel est le rapport avec la charge des contribuables ?
Eh bien, 123 000 milliards de dollars représentent près de 800 000 dollars par contribuable, alors que ce chiffre officiel de 28 000 milliards de dollars représente environ 180 000 dollars par contribuable. Alors, pourquoi ces chiffres sont-ils si différents? Le rapport indique, je cite, « Notre mesure de la situation financière du gouvernement comprend des actifs et les passifs fédéraux déclarés, ainsi que les prestations promises mais non financées de la sécurité sociale et de la Medicare. » Donc le rapport comprend une ventilation de la dette totale, soit environ 55 000 milliards de dollars pour les prestations de Medicare, plus de 41 000 milliards de dollars pour les promesses de la sécurité sociale, 21 000 milliards de dollars de dette publique, cela signifie la dette détenue par des particuliers, des sociétés, des gouvernements d'État ou locaux, des banques de la Réserve fédérale, les gouvernements étrangers et d'autres entités en dehors du gouvernement des États-Unis. À cela, on retire les titres de la Federal Financing Bank, plus de 9 000 milliards de dollars de prestations de retraite pour les militaires et les civils et plus de 2 000 milliards de dollars d'autres dettes. Le tout s'élève à environ 129 000 milliards de dollars. Selon le rapport, la dette totale équivaut à un fardeau de 796 000 dollars pour chaque contribuable fédéral. Parce que le gouvernement fédéral aura besoin d'une telle quantité d'argent de la part des contribuables pour couvrir cette dette. Il a reçu la note F pour sa condition financière. Les fonctionnaires du Trésor n'incluent pas les prestations non financées car ils affirment que les bénéficiaires n'ont aucun droit au paiement futur, mais seulement à ceux qui sont prévus par les lois actuelles sur les droits. On pourrait croire que les États-Unis sont endettés à hauteur de milliers de milliards depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 1981 qu'ils ont accumulé le premier billion de cette dette nationale cumulée. Quelles ont été les réponses? Le représentant Jason Smith a critiqué les nouvelles propositions de dépenses de Joe Biden et des démocrates du Congrès. Il a écrit dans une déclaration le 31 mars, je cite, « Les démocrates de Washington adoptent un appétit de dépenses historiquement inquiétant. Ils viennent d'adopter un plan de sauvetage de près de 2 billions de dollars. Le président Biden leur propose à présent de faire demi-tour et de faire un chèque de 2 000 milliards de dollars supplémentaires à dépenser pour une vaste panoplie de politiques, toutes liées entre elles par des points de discussion. » Il ajoute « Et pendant ce temps, le président aurait dans sa poche arrière une autre proposition de dépenses de 2 000 milliards de dollars qui attendrait un nouveau cycle. M. Smith est le membre minoritaire le plus important de la commission du budget. Les stratèges de campagne et les militants à but non lucratif affirment qu'il faut s'attacher sérieusement à maîtriser la dette. L'ancien directeur de la communication du chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, Jim Maney, a déclaré à Epoch Times, je cite, « À un moment donné, les deux parties vont devoir négocier sérieusement la nécessité de mettre de l'ordre dans nos finances, ce qui inclut à la fois les impôts et les dépenses. Mais je ne pense pas que cela se produise de sitôt car nos politiques sont trop toxiques. » Fin de citation. La présidente de Truth in Accounting, Sheila Weber, déclare qu'il n'est pas raisonnable de dépenser de la croissance économique future pour résoudre le problème de la dette. Elle poursuit en indiquant que le département du Trésor est d'accord. Elle déclare « Les auteurs du rapport financier du gouvernement américain ont estimé que dans le cadre de la législation et de la politique actuelle, une augmentation implicite massive du rapport entre la dette déclarée et le PIB, c'est-à-dire que la dette future augmentera plus rapidement que le PIB, est tout simplement insoutenable. » En d'autres termes, dans le cadre de la législation et de la politique actuelle, nous ne pouvons pas nous en sortir par la croissance, surtout si l'on considère que l'assurance maladie croît plus vite que l'inflation. Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'est pas d'accord. Il est revenu sur les avertissements concernant l'augmentation du déficit budgétaire fédéral et de la dette nationale. Les chiffres ont augmenté en raison d'une réponse agressive à la pandémie. M. Powell a déclaré le 14 avril, je cite, « Il n'y a aucun doute sur notre capacité à assurer le service et l'émission de cette dette dans un avenir prévisible. » Fin de citation. Mais il a tout de même averti que la dette nationale augmente significativement plus vite que l'économie américaine. Il a déclaré « C'est par définition insoutenable dans le temps. C'est une autre chose de dire que le niveau actuel de la dette est insoutenable. Il ne l'est pas. »
Il ajoute « Nous devrons éventuellement revenir à une trajectoire durable. C'est quelque chose qui se fait de mieux en période de prospérité lorsque l'économie est au plein emploi et que les impôts rentrent. » Ce n'est pas le moment, poursuit-il, de donner la priorité à cette préoccupation. En d'autres termes, c'est son approche opposée. Les commentaires de M. Powell ont suscité de nombreuses réactions. Le sénateur républicain Rick Scott a fait une déclaration en disant, je cite, « Il mente en public tout en s'inquiétant en privé de la question. C'est une trahison dégoûtante de la confiance du peuple américain. Lorsque l'inflation augmente, les prix des biens de consommation courante augmentent, ajoutant « Il est temps pour Biden de reconnaître que cette menace est réelle, de comprendre que ces dépenses inconsidérées ont des conséquences et de s'attaquer dès maintenant au risque d'inflation galopante. » Fin de citation. Et Peter Navarro, qui était un ancien conseiller commercial de la Maison-Blanche, s'en est également pris aux commentaires de Powell sur l'inflation et la mondialisation. Il a déclaré dans l'émission War Room de Stephen Bannon, je cite, « Les personnes qui contrôlent ce gouvernement, qu'il s'agisse des démocrates ou des républicains, pensent qu'à chaque fois que nos salaires augmentent, ils vont délocaliser vos emplois. » Et il a qualifié Powell de pire président de la Fed de l'histoire moderne. Fin de citation. Passons maintenant à un aperçu de l'augmentation du ratio dette-PIB. Selon ce graphique, il a grimpé en flèche pour atteindre près de 140% l'année dernière. Les ombres représentent les cessions, la plus grande augmentation récente, la crise financière de 2008. La dette fédérale détenue par le public a dépassé les 100% au cours du dernier exercice, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit. La dernière fois, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci, il n'y a pas de crise financière ou militaire majeure. Le Bureau du budget du Congrès américain prévoit maintenant que la dette fédérale atteindra 107% du PIB en 2031, soit le niveau le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Alors, les responsables de Biden se méfient-ils vraiment de l'inflation ? Un article du New York Times publié le 13 avril révèle que les responsables de l'administration Biden se méfient de la menace de l'inflation alors qu'ils défient publiquement les avertissements concernant une escalade des salaires et des prix dignes des années 1970 qui pourraient paralyser l'économie. Selon le New York Times, la Maison-Blanche prévoit de distribuer l'argent destiné à l'enveloppe de l'infrastructure proposée de 2300 milliards de dollars de manière suffisamment progressive pour ne pas attiser de nouvelles hausses de prix dans l'immédiat. Et selon les données du département du travail du 13 avril, les prix ont commencé à augmenter à leur rythme le plus rapide depuis 2012. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% en mars, soit plus que ce qui était prévu. La moitié de l'augmentation est due à un bond de 9,1% des prix de l'essence. Dans l'ensemble, les prix de la consommation ont augmenté de 2,6% par rapport à l'année dernière. C'est le rythme le plus rapide depuis août 2018. La récente projection d'inflation de la Fed a augmenté à 2,4% cette année contre 1,8% prévu plus tôt. Mais les responsables s'attendent à ce que l'inflation revienne à 2% l'année prochaine, indiquant que les pressions inflationnistes seront temporaires. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi, merci de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.